Voilà. Donc bonsoir à tous, merci d'être là. En ce week-end pascal, c'est pas encore parti. On va parler ce soir d'éveil des consciences sur la base du livre d'Hervé Bellu, donc, qui en est l'auteur. Je vais faire une courte introduction. En fait, il a préparé un diaporama. Je ne vais pas être très utile. J'apporterai un point de vue complémentaire éventuellement sur certains points, certaines choses. Et puis je vais lancer quand même un petit peu le programme. Mais avant ça, je voulais vous parler de la période qu'on vit actuellement. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'intéressent un peu à l'astrologie. Moi, c'est pas trop mon cas. Ah oui, l'ère du Verseau. Voilà, alors au-delà de ça, on vit en fait une période très particulière en ce moment même, ce week-end-là. Le mois d'avril, toute la période d'avril et puis toute la période du week-end de Pâques. C'est une configuration planétaire exceptionnelle. Et en cherchant un peu d'informations là-dessus, aujourd'hui, je suis tombé sur un texte qui parlait de ça. Et en le lisant, j'ai trouvé que ça collait parfaitement avec le thème de la soirée. Et je me suis rendu compte après coup que le titre de l'article, c'était l'éveil des consciences. Donc on était en plein dans le truc. Donc la configuration, c'est qu'il y a 4 planètes qui forment une croix, c'est la grande croix cardinale. Et ça annonce l'arrivée d'un nouveau cycle, qui est le cycle de l'éveil des consciences. Et ce cycle-là, alors l'article parlait de l'éveil des consciences et de bascule planétaire. C'est-à-dire que pour les gens qui sont férus d'astrologie, il y a vraiment une bascule qui se fait dans les jours qui viennent, dans les jours qu'on vit actuellement. Ça a commencé avec, vous savez, l'éclipse de lune. L'éclipse de lune, c'était une lune qu'on appelle la lune de sang. C'est une lune rouge qui était visible plutôt dans l'hémisphère nord, plutôt nord-américain, je crois, mais c'est ce qu'on appelle la lune de sang. Et la lune de sang, en symbolique astrologique, c'est la lune qui vous oblige à vous confronter à vos peurs, et notamment à vos peurs inconscientes. Donc on est en plein dans le propos d'Hervé, parce que vous allez voir que justement, en tant que thérapeute, c'est aussi des choses très importantes qu'il a à dire là-dessus. Alors, on va parler d'évolution individuelle, d'évolution collective, d'évolution de la Terre aussi en tant qu'entité vivante, avec l'image de Gaïa. Et tu voulais démarrer avec les 3 frustrations de l'homme, mais avant ça, on a des citations à commenter. Oui, merci Jocelyn. Bon, je rappelle juste effectivement que Jocelyn est journaliste et travaille sur tous ces sujets depuis bien longtemps. Et moi-même, je suis de formation d'astrophysique, en astrophysique, je suis diplômé d'astrophysique, et puis thérapeute, professeur de yoga. C'est dans ce cadre-là que la vie a eu la gentillesse de nous réunir. Et contrairement à ce que vient de dire Jocelyn, chaque fois il apporte toujours des compléments très à propos par rapport aux propos que j'apporte. Alors effectivement, il y a une petite introduction ici que j'ai mis en préambule. Et au tout début du livre, j'ai mis 2 petites citations. All You Need Is Love, les Beatles, 1967, c'est connu, tout le monde le sait. 1967, ça fait quand même un sacré bout de temps, ça va bientôt faire 50 ans. Et ceux qui ont vécu cette période se rappellent que... Oh, je me suis trompé dans les calculs? Non, c'est ça? Pas encore tout à fait. Oui, Ouais, ça. Dans 3 ans. Dans 3 ans, quoi. Comme le temps va de plus en plus vite, ça approche de plus en plus. C'est dans 2 ans. Ayant passé le cap des 50 ans, je me rappelle qu'à la période où j'étais du côté de 47, on a quand même tendance à penser qu'on n'est pas loin de 50. Et donc là, ça fait bientôt 50 ans que les Beatles nous ont dit ça. Ceux qui ont vécu cette période se rappellent, il y avait marqué Love partout, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, des fleurs partout, tout ça. Et puis finalement, on en est où 50 ans après de cette évolution, de cet éveil, de cette contagion de l'amour au niveau collectif. C'est ce qui est en train de se passer, et c'est pour ça que je trouvais que cette citation était tout à fait à propos. Et une deuxième citation qui est assez personnelle, puisque c'est mon grand-père, Eugène Bellu, qui avait... il était passé à la télé, et j'ai vu la vidéo une fois, et il transmettait ce message, c'était lors de la fête des mères, il transmettait le message « Soyez dans le monde des porteurs de joie, des messagers d'espérance », et je trouve que c'est tout à fait à propos de ce qui est en train de se passer actuellement. Pourquoi j'ai mis l'homme de Vitruve? Parce que l'homme de Vitruve, à lui tout seul, il symbolise un petit peu
certaines choses qui sont en train de se passer dans cet éveil des consciences, notamment la dimension, de réunir la dimension masculine, très carrée, et la dimension féminine, avec toutes ses rondeurs. L'homme de Vitruve, c'était Léonard de Vinci, 1485. Enfin, l'homme de Vinci est dans cette période-là, 1485. Alors, le sommaire, effectivement, on va avoir une première partie où on va une toute petite introduction pour voir un petit peu où on en est de l'évolution de l'homme et comment, dans son évolution, ça s'est passé par des grandes prises de conscience. Ensuite, on va regarder comment se passe la recherche de l'évolution, le cheminement de l'évolution chez l'homme. Et il y a un parallèle très facile à faire, ensuite, au niveau collectif. Alors on y va, les 3 frustrations de l'homme. Quelqu'un a déjà entendu parler de ces 3 frustrations de l'homme? Non? Freud les avait appelées les 3 blessures narcissiques. Ah, 3 blessures narcissiques, ça vous dit quelque chose. Première blessure narcissique, c'est Copernic, 1473, dans ces eaux-là, donc c'était quand même il y a un certain temps. Je ne vais pas recalculer, je ne vais pas prendre le risque de me tromper. Mais c'était il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait, Copernic? En fait, Copernic, c'était un chanoine qui a fait des calculs sur la base d'observations de Tycho Brahe. Et à l'époque de Copernic, on savait que la Terre était ronde. Et le système qui était en vogue à l'époque, c'était le système de Ptolémée, qui considérait que la Terre était au centre de l'univers et qu'il y avait la Lune qui tournait autour, et puis le Soleil aussi, bon, on le voit d'ailleurs tous les matins, il y a le Soleil, il fait ça, hop, il redescend, la Lune pareil, et puis il y avait les 5 planètes qu'on connaît qui tournaient autour de la Terre également, et puis ensuite il y avait toutes les étoiles qui tournaient autour de la Terre. Et pour que toutes les étoiles puissent tourner en même temps autour de la Terre, exactement au même rythme, il n'y avait qu'une seule solution, c'est qu'elles soient sur une sphère. On avait appelé la sphère des fixes. Question, qu'est-ce qu'il y avait derrière la sphère des fixes, d'après vous? Mais non, Dieu. Dieu. C'était bien. Donc on était, la Terre, l'homme, au centre de l'univers, les planètes autour, tout ça dans une grande sphère, et derrière c'était Dieu. Donc l'homme était au centre de l'univers et dans le ventre de Dieu. Impeccable. Copernic arrive, il dit, ouais, en fait, d'après, j'ai fait quelques calculs, si on met le soleil autour et qu'on fait tourner la Terre sur elle-même, ça rend mieux compte des observations. Ok. Il n'a rien changé de plus. Sauf qu'il y a des gens qui se sont dit, mais attendez, si c'est le fait que la Terre tourne sur elle-même qui crée le mouvement apparent des étoiles, la sphère des fixes, elle n'a plus aucun intérêt. Les étoiles, elles peuvent reculer. Mais autant qu'elles veulent. Ce qui fait que d'un seul coup, les étoiles ont pu partir jusqu'à l'infini, ce qui a fait dire à Pascal le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Et pourquoi ça effraie? D'une part, l'infini, c'est toujours quelque chose qui effraie, parce que c'est infini. Mais d'autre part, il n'y a plus de place pour Dieu. Donc l'homme, non seulement il n'est plus au milieu, au centre de l'univers, mais il n'est plus non plus dans le ventre de Dieu. Donc il se retrouve un petit peu en orphelin. Ça, c'est une première grosse prise de conscience qui entraîne une grosse blessure narcissique ou frustration, puisque l'homme n'est plus au centre de l'univers. Mais il se console. L'homme se console en se disant, oui, on n'est peut-être pas au centre de l'univers, mais Dieu a créé l'homme à son image. Alors je voudrais juste ajouter un mot, si tu permets, sur la révolution copernicienne. C'est pas la donc voilà, comme ça on va rester. Faut pas avoir peur de quand je prends la parole. Non, non. On a assez parlé des synchronicités. Donc la révolution copernicienne, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est encore en cours, en fait, puisqu'on est aujourd'hui, vous savez, en train de découvrir des exoplanètes par dizaines, par centaines. Aujourd'hui même, ou hier, ils ont annoncé la découverte d'une exoplanète qui est très comparable à la Terre. Donc, parce qu'auparavant, c'était plutôt des gazeuses, tout ça. Donc on continue à sortir de l'idée que la Terre est vraiment au centre du monde, quoi. Sauf que c'est quand même encore bien ancré dans l'esprit de beaucoup de gens, quoi. Bon, sans parler de vie extraterrestre, etc., on a quand même tendance à vivre comme si on était au centre du monde. Et donc la révolution copernicienne, et les autres dont tu vas parler, ce sont des révolutions qui n'ont pas produit tous leurs effets encore, qui continuent à produire leurs effets. Et moi, il me semble que justement toute ce
ce changement de perspective qui est lié à la découverte de l'exoplanète, ça participe aussi de la révolution copernicienne, de l'héliocentrisme, et puis du fait que voilà, on est perdu quelque part dans l'univers. Donc l'homme se console en disant oui, mais Dieu a créé l'homme à son image, et sur ce, Darwin, donc 1800 et quelques, donc c'était quand même 3 siècles après, hein, assez longtemps après, le temps d'intégrer un petit peu, Darwin qui dit, alors il dit que l'homme finalement il a évolué et qu'à l'origine il n'a pas toujours été à l'image de Dieu, mais il a évolué comme tout dans l'univers. Certains ont dit même, voilà, l'homme descend du singe. Alors là, patatrac, l'image de l'homme à l'image de Dieu, boum, ça dégringole aussi. Deuxième grosse blessure narcissique. Mais l'homme est intelligent. Voilà, il se console en se disant, voilà, l'homme est le seul animal sur la Terre intelligent, etc. etc. Et Freud qui arrive là-dessus, il dit, ben non, l'homme, c'est pas son conscient qui commande, hein, qui gouverne, c'est 90% le surmoi, le ça, toutes ces choses, les personnes qui ont assisté aux conférences sur la découverte de l'inconscient, on en a vraiment longuement parlé, on est avant tout commandé, piloté par son inconscient. Donc ça, c'est 3 grosses blessures narcissiques sur lesquelles nous sommes basés, nous, aujourd'hui, hein, au XXIe siècle, là, on est construit là-dessus. Et à chaque fois, ce sont des changements de paradigme. Paradigme, ça vient d'un mot grec et d'un mot latin qui veulent dire exemple. Et en fait, quand on est dans un paradigme, un des meilleurs exemples de paradigme qu'on cite toujours, c'est le paradigme copernicien, on a tendance à tout expliquer en fonction de cette manière de voir les choses. Et quand on change la manière de voir les choses, tout change. Prenons l'exemple. Avant de comprendre, ça c'est plutôt Newton qui a fait comprendre ça, de comprendre que dans la vie, normalement, tout mouvement qui est exempt de force continue sur sa lancée, en un principe d'inertie. On ne l'observe jamais sur Terre. Quand vous avez un pendule, une boule, n'importe quoi, tout finit par s'arrêter. Et donc, à l'époque, avant Newton, on n'avait que des forces de contact, on ne connaissait pas les forces de champ. Et il fallait un ange pour pousser la planète. Et sinon, elle ne pouvait pas avancer, la planète. Donc, il fallait un ange pour pousser la planète, et il y avait des chercheurs qui cherchaient l'ange pour pousser la planète. Après la révolution copernicienne, que sont devenus les chercheurs qui cherchaient l'ange qui poussait la planète? Il n'y a plus eu besoin de trouver où était l'ange qui pousse la planète, puisque l'ange lui-même a disparu, il n'y en avait plus besoin. Et souvent, tout est comme ça. Quand Einstein dit on ne peut pas trouver des solutions à des problèmes avec les outils qui nous ont permis de poser le problème, c'est exactement la même chose. Tout changement de paradigme, ça change complètement la façon de voir les choses. Tu parlais, Jocelyn, des modèles plus ou moins intégrés. Effectivement, il y a eu des enquêtes, excusez-moi, je vais vous voir s'il fait chaud. Il y a eu des enquêtes qui ont montré que pas loin d'un quart, c'est assez étonnant, pas loin d'un quart de la population, des populations des civilisations évoluées, pensent que c'est encore le Soleil qui tourne autour de la Terre. C'est des chiffres assez effarants. Je n'ai trouvé qu'une seule trace sur Internet, c'était une citation de Coluche, qui racontait qu'un quart des personnes, moi je m'en ai très bien rappelé de cette enquête. Donc c'est quand même sur la première révolution, qui date de 1500, quoi. Elle a 5 siècles. Sur cette révolution qui a 5 siècles, ça fait 5 siècles qu'on sait que c'est la Terre qui tourne sur elle-même qui est à l'origine de ce mouvement, et il reste encore un pourcentage à 2 chiffres de la population qui croit le contraire. Alors que penser de l'évolution, de Darwin, de tout ça? Je veux dire, il y a des gens qui militent, dans certains endroits, qui militent pour que le créationnisme soit enseigné au même niveau, hein, ça tu pourras nous en parler, le relativisme, au même niveau que la science, quoi, que l'évolution due à la science. Et ensuite, Freud, dans toutes nos relations, dans tous nos rapports, nous allons être extrêmement influencés par nos histoires personnelles. C'est notre inconscient
qui va être influencé. Quand on se met en colère avec quelqu'un, quand on ressent quelque chose avec quelqu'un, ce qui se passe chez lui nous renvoie ce qu'on a au plus profond. Les notions de soi, de moi, de surmoi, mais c'est complètement, extrêmement ignoré, quoi. Je veux dire, donc on en est très loin d'avoir intégré tous ces paradigmes, tous ces changements de paradigme. Même le premier, même la première grande prise de conscience, on ne l'a pas intégré. Alors la troisième, hein. Cependant, notons quand même certaines choses. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un débat d'astrophysique pour arriver à regarder le Tour de France retransmis en direct, n'est-ce pas? Mais le Tour de France ne peut être retransmis en direct que parce qu'il y a des satellites. Donc on en a les conséquences quand même. Collectivement, ce modèle, même si individuellement tout le monde ne maîtrise pas toutes ces notions, collectivement, nous sommes influencés par déjà ces trois premières grandes prises de conscience. Et là, je préfère parler de prise de conscience que de frustration. Alors peut-être ajouter un mot quand même, parce que de mon point de vue, il y a quand même une différence entre l'acceptation du modèle copernicien, scientifique, c'est-à-dire que la science aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait qu'effectivement que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, ça c'est pas remis en question. Même dans le cadre de la relativité d'Einstein, on n'a pas remis en question cette idée-là, alors que Darwin, on peut dire que quand même le darwinisme, le néo-darwinisme, c'est très controversé, même encore aujourd'hui, même si on ne peut pas nier l'évolution des espèces, puisque là c'est basculé dans le créationnisme. Dire que l'évolution des espèces se produit par un processus qui se produit au hasard, ça reste hypothétique. Il y a des gens qui ne sont pas tout d'accord là-dessus, et moi je connais des biologistes de très haut niveau qui disent que les mutations ne sont pas dues au hasard, elles se produisent à cause de l'environnement. Donc encore aujourd'hui, on sait qu'il y a des polémiques autour de Darwin, il y a un apport de Darwin qui est majeur, c'est clair, mais le statut de ce qu'on peut appeler le darwinisme et de la théorie copernicienne n'est pas le même à mon avis aujourd'hui. C'est-à-dire celui-ci est beaucoup plus susceptible d'être mis en question. C'est pour ça qu'il faut plus parler de révolution de la conception. Oui. Pour l'époque, c'était une révolution. Voilà. C'est la révolution du fait de dire que l'homme a évolué. C'est ça. Voilà. Après ça, effectivement, est-ce que c'est le modèle de Darwin ou le modèle de... C'est Laplace, non? Lamarck. Ou Lamarck. Bon, tout ça reviendra en grâce. Voilà. Mais toujours est-il que voilà, cette révolution... elle a quand même été vécue, elle a quand même fait avancer la pointe des têtes pensantes, hein, et avec des répercussions au fur et à mesure. Ça a été très très violent aux États-Unis notamment, hein, la controverse autour du darwinisme quand c'est apparu, ça a été extrêmement violent avec les fondamentalistes religieux, bien entendu, ça s'est très très mal passé, vous en doutez. Ça, vous le savez. Mais on a vu qu'effectivement, d'une part, les modèles, même s'ils ne sont pas complètement intégrés, on en ressent quand même des conséquences. Hein, je veux dire, dans l'éducation des enfants, maintenant, quand même, on essaye de prendre en compte le fait que l'enfant est une personne, toutes ces choses-là, quand même, on voit bien qu'il y a eu quand même des grosses évolutions là-dessus. Mais les indicateurs qu'on voit à chaque fois qu'on est avant un changement de paradigme, il y en a plein aujourd'hui. Il y a plein d'indicateurs qui montrent qu'on ne peut pas continuer, même dans notre conception, on ne peut pas continuer sur la manière à laquelle on continuait, sur laquelle on fonctionnait avant. Je me rappelle en 87, quand j'ai passé mon DEA d'astrophysique, j'ai notre prof de cosmologie qui nous a montré des jolies photos de galaxies, etc., en disant, bah voilà, il y a des tas de choses qu'on n'arrive pas à expliquer, et on sait qu'on est devant, on va être obligé de refonder complètement la science pour arriver à comprendre. Bon, depuis, on a découvert l'énergie noire, l'énergie sombre et les matières noires, mais bon, on sait, on a plein d'indicateurs. Et il n'y en a pas que dans la science, des indicateurs. Dans beaucoup de domaines, il y a des indicateurs, et c'est pour ça qu'on peut peut-être se poser une question, est-ce qu'on est face à une quatrième frustration? Ces frustrations ont toutes touché l'ego. La question qu'on va se poser, à laquelle on va essayer d'apporter des éléments de réponse dans ce livre, dans tout le cheminement, c'est justement par rapport à ça. On a des indicateurs qui nous montrent qu'il semblerait qu'on soit face à un nouveau bouleversement, donc une nouvelle prise de conscience, donc des nouvelles frustrations, des nouvelles choses à lâcher. Alors on va y aller, on va partir déjà au niveau de l'individu. Bon, la recherche du bonheur, c'est clair, net et précis, c'est une histoire humaine. Depuis que l'homme est sur Terre, il a toujours cherché son bonheur. C'est une fusée à étage antagoniste.
Les variables antagonistes sont deux variables qui croissent en même temps, puis qui ensuite se séparent. Pour être dans le domaine des besoins, il y a un exemple qui est simple. Bonheur et nourriture. Quand vous mourrez de faim, votre bonheur passe indubitablement par le fait d'avoir à manger. Ça, c'est évident. En période de famine, plus vous allez pouvoir vous rassasier, moins vous allez être en souffrance. Et donc, ça ira de mieux en mieux. Mais si on regarde bien, dans nos sociétés avancées aujourd'hui, aller demander à un obèse qui ne peut plus se déplacer ou à quelqu'un qui a été amputé parce qu'il a pris parce qu'ils ont eu un diabète gras qui s'est traduit à cause de son alimentation trop riche, etc., aller lui demander si finalement la richesse de son alimentation lui a apporté le bonheur, visiblement non. Il y a un moment où ça s'est séparé. Les variables antagonistes, c'est ça. Elles croissent en même temps et ensuite elles se séparent. Au niveau du bonheur, c'est exactement ça. On a une sorte de fusée à étage qui nous amène vers l'évolution. Cette évolution, elle est connue. Ceux qui l'ont explorée, il y en a eu aussi bien en Occident qu'en Orient, ils ont regardé. La version occidentale, on la connaît, c'est la pyramide de Maslow, et la version orientale, c'est la symbolique des chakras. Moi, j'utilise pas mal celle de la symbolique des chakras, parce que j'enseigne le Kundalini Yoga, donc je suis assez... puis ça change un peu quoi, par rapport à celle qu'on connaît bien. Mais toujours est-il que, de toute façon, il y a un ordre. Besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins sociaux, besoins d'estime, besoin de s'accomplir. Ça, c'est la pyramide de Maslow. On va trouver ça dans les cours de management, d'économie. On peut mettre respirer et boire, justement. Voilà. Quand on dit qu'il y a un ordre, on peut prendre des exemples tout simples. On sait très bien, là je parlais de psychologie, on sait très bien que le rôle du père pour élever des enfants, c'est important, quoi. On en prend de plus en plus conscience. Et pourtant, dans beaucoup de lieux, à beaucoup d'époques, des fois, le père a eu besoin de s'expatrier pour aller chercher à manger, tout simplement, parce qu'il n'y avait plus à manger, quoi. Donc il n'y avait plus de quoi nourrir la famille, ben, tant pis, le père il partait, puis il envoyait l'argent, il envoyait les ressources, et parce que manger est quand même plus important que discuter, même si discuter c'est important. Mais même si vous avez très faim, si on vous met la tête sous l'eau, vous allez vite voir que respirer c'est plus... Voilà, il y a vraiment un ordre, et cet ordre il est naturel. Il part des besoins physiologiques, et il monte jusqu'aux besoins d'accomplissement. Je ne vais pas tous les détailler, je vais plus m'appuyer sur l'échelle des chakras, de façon très simplifiée, parce qu'on peut aller très très loin dans toutes ces études-là. Premier chakra, besoin primaire, il est basé au niveau de l'anus, c'est vraiment les besoins, voilà, respirer, boire, évacuer, etc. Deuxième chakra, c'est au niveau du sexe. Et en fait, même dans la nature, dès que vous avez un animal ou même une fleur, un végétal, dès qu'il est vivant, premier besoin c'est se maintenir en vie. Deuxième besoin, se reproduire. Tout de suite. Les fleurs, elles attirent les abeilles pour la reproduction, etc. Tout de suite. Troisième besoin, le centre de l'ego. Troisième chakra. Moi d'abord, les autres après. Ça, c'est le triangle inférieur qui relie aux besoins les plus primaires. Ensuite, on passe au triangle supérieur par le chakra du cœur, avec l'importance de communiquer, d'être les uns avec les autres, d'avoir du contact des proches, des amis, etc. Ensuite, ça va monter au niveau du cinquième chakra, qui est le chakra de l'expression, de l'intelligence rationnelle. Sixième chakra, l'intuition. Septième chakra, connexion au divin. Cette échelle des besoins, elle est connue. Et l'homme va la monter avec, on vient de le dire, triangle inférieur, triangle supérieur. Et la connexion entre les deux qui vont se retrouver au niveau du chakra du cœur. Et ça, on va aller vers l'homme holistique. On découvre de plus en plus que l'homme a ces deux dimensions, la dimension masculine, féminine. Et notre société, collectivement, si on regarde bien, justement, le macho, il n'a plus trop la cote, quoi. On essaye de retrouver, développer plus les valeurs féminines. Qu'est-ce que tu entends par homme holistique, en fait? Holistique, ça vient de holos, complet. L'homme holistique, ben, je dirais, c'est un peu lui. Ça, c'est le symbole
des éditions d'Angle. Alors pour la petite histoire, moi j'ai écrit un premier livre qui était de la voiture au vélo. Parce que je suis consultant en mobilité douce et j'avais mon oncle qui m'avait dit il faut que tu écrives un livre, si tu écris un livre, tu es une référence, sinon tu n'es personne. Donc j'ai écrit ce livre. Et puis j'ai été accepté par les éditions d'Angle et quand j'ai vu ce logo, sachant que je pratique la méditation depuis 40 ans, je me suis dit attends, là il y a quelque chose quand même. Donc c'est un homme en méditation, mais c'est aussi le yin et le yang, c'est aussi côté masculin, côté féminin, c'est tout ça. Donc quand je parle d'homme holistique, c'est vraiment avec toutes ces dimensions, le corps, l'esprit, masculin, féminin, intellect, affectif et émotionnel. Et pour ce faire, bon ça on en a parlé X fois dans nos conférences, hein, de l'individuation, c'est-à-dire que le but, c'est même pas le but, c'est le cheminement naturel d'un individu lorsqu'il va évoluer, c'est d'aller vers sa propre légende personnelle, vers qui il est lui-même. Et ça, c'est le concept, c'est Carl Gustav Jung, un psychiatre du siècle précédent, qui avait inventé ce terme. L'individuation, c'est chacun arriver à connaître, à aller vers qui il est, complètement.